Bonjour, c'est Sandy Ribert. Je suis journaliste sportive et au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des champions et des championnes de haut niveau qui m'ont partagé leurs histoires et leurs expériences durant nos interviews. Les sportifs ont une capacité de résilience hors du commun qui peut tous nous inspirer au quotidien. Comment ces athlètes embrassent-ils le haut niveau ? Comment se relèvent-ils et combattent avec pour unique but être haut niveau ? Épreuve, persévérance, rigueur, sacrifice, victoire, résilience. Bienvenue dans Haut Niveau. Un podcast Chérie FM. Nous recevons aujourd'hui Charlotte Lembach, vice-championne olympique d'escrime aux JO de Tokyo, 4 médailles en championnat du monde, 7 en championnat d'Europe. Elle s'est illustrée au sabre toute sa carrière. Nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui au micro du podcast Haut Niveau. Bonjour Charlotte. Salut Sandy. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai préparé un petit peu ta biographie pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Charlotte ou Chachou pour les intimes. Tu es née le 1er avril 1988 à Strasbourg. Tu découvres l'escrime un peu par hasard à 6 ans et demi. Et le demi, il est important pour l'anecdote. C'est en accompagnant ton frère à son stage d'escrime que tu découvres ce sport, mais il faut avoir 7 ans. Tu pleures tellement que l'entraîneur accepte de te prendre en stage. À la fin de la semaine, il y a une compétition et tu bats tous les garçons. Le maître d'armes prend alors ta mère à part pour lui dire que tu as un large potentiel et qu'il souhaite t'accueillir dans son club. C'est le début d'une longue histoire d'amour avec l'escrime. Aujourd'hui, à 36 ans, tu croules sous les médailles et tu as fait résonner la Marseillaise plus d'une fois à travers le monde. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau projet qui s'offre à toi, encore bien plus important que les Jeux Olympiques à tes yeux. C'est un peu ta médaille d'or à toi, mais on y reviendra. Pour l'instant, j'ai tout bon ? C'est tout bon, c'est parfait. Charlotte, en t'invitant dans ce podcast, je t'ai demandé de réfléchir à 3 dates qui ont marqué ta vie et ta carrière. Les 3 dates qui font Charlotte Lembach, en quelque sorte. Est-ce qu'elles sont venues rapidement, ces 3 dates ? Non, il y a eu beaucoup d'hésitations dans ces 3 dates, mais pour moi, ça reste des moments très très forts qui ont marqué ma carrière, que ce soit mes débuts, la moitié de ma carrière avec le début des médailles, et notamment la fin aussi, qui est tout aussi belle. Donc voilà, c'est 3 dates qui sont importantes pour moi, mais ça a été quand même difficile de les trouver parce qu'il y en avait quelques-unes que j'aurais choisies aussi. C'est un beau challenge que je donne à chaque fois aux sportifs. 3 dates, c'est pas évident. Alors, je te propose qu'on se pose sur cette ligne chronologique imaginaire. Où est-ce qu'on se situe dans ta vie et quelle est cette première date qui t'est venue ? C'est celle où j'ai découvert ce sport, cette passion. Donc, comme tu l'as très bien dit, j'avais 6 ans et demi. Et il fallait avoir 7 ans pour pouvoir participer à ce stage. Et donc en 1995, j'accompagne mon frère. Et donc j'avais déjà un fort caractère qui caractérise aussi mon arme en fait finalement derrière. Et donc j'ai réussi à participer à ce stage. Je participe à de l'escrime, une petite compétition. Et puis je bats tous les garçons. Donc c'était déjà une petite fierté pour moi parce que j'ai 2 frères. Donc je jouais déjà à l'écoute pour m'imposer. J'étais au milieu. Donc voilà, en tant que femme, je me sentais déjà un peu fière de cette victoire. Donc mon entraîneur, le maître Philippe Nicolas, a décelé du potentiel à 6 ans et demi. Et j'ai trouvé ça assez incroyable de voir ça dans une jeune fille. Et finalement, j'ai tout de suite signé. Et en fait, j'ai jamais fait d'autre sport que l'escrime. Donc vraiment, j'ai été pris de passion par ce sport. Donc pour moi, ça reste une date très marquante, 1995. C'est découverte de ce qui va devenir ton métier et puis une grande passion. D'abord une passion. Puis c'est devenu un métier qui est resté une passion parce que voilà, faut savoir que l'escrime c'est pas un sport professionnel. Ça veut dire que on n'est pas payé pour faire des compétitions. C'est-à-dire que quand je gagne un Grand Prix, je gagne 0. Quand je suis championne du monde, je vais recevoir un petit peu d'argent, mais quand on voit les sommes exorbitantes des sports professionnels, que ce soit le football, le basket, le handball, nous voilà, on fait vraiment pas notre sport pour l'argent ou quoi que ce soit. Ça reste une passion et on vient chercher des médailles avant tout. Maintenant, ça se professionnalise tout doucement, notamment avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. On a dû se battre pour trouver des mécènes et des sponsors. Donc voilà, c'est pas encore professionnel. Il y a quelques têtes d'affiche, mais quand on voit le nombre d'athlètes en escrime qui sont performants et qui n'ont pas ces aides-là, on se dit que on pourrait peut-être investir un petit peu plus. En escrime, il y a 3 armes. Il y a l'épée, le fleuret et le sabre. Toi, tu as décidé de faire le sabre. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'était ton arme fétiche ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé l'escrime, le sabre féminin n'existait pas. Donc, en 95, il n'y avait que l'épée et le fleuret. Donc, j'ai commencé par le fleuret. Mais quand j'ai fait cette compétition, j'avais fait du sabre. Donc là, mon entraîneur m'a dit, faut se mettre au fleuret. Donc, j'ai fait du fleuret pendant 2 ans. Et j'ai pas été très bonne, mais je me suis battue quand même. J'ai persévéré dans ça. Et en 98, le sabre féminin est apparu.
Et donc, j'ai fait une année où je faisais du sabre et du fleuret. Et à la fin, mon entraîneur il m'a dit, si tu veux faire un choix, tu peux le faire. J'ai dit, j'arrête le fleuret, je fais du sabre tout de suite. Tu avais de meilleures compétences en sabre. Ah, mais clairement. Alors, qu'est-ce que ça requiert comme talent, le sabre ? Alors, le sabre, c'est déjà une arme de convention, comme le fleuret, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut avoir la priorité pour mettre le point. Donc, en général, vous avez un attaquant, un défenseur. Souvent, je le compare à un jeu d'échecs, c'est-à-dire que quand j'ai la main, il faut que j'y aille et que j'aille piéger mon adversaire. Dès que je la perds, je passe en défense, mais je peux toujours me protéger. Donc voilà, il y a vraiment cette différence-là. Le sabre, c'est une arme qui est l'arme des cavaliers, donc l'arme des duels. Donc à l'époque, ils combattaient sur des chevaux. Et donc, quand on gagnait le duel, il fallait surtout pas blesser le cheval parce qu'on le gagnait. Donc, on peut toucher que au-dessus de la ceinture. D'où le fait qu'on a tout ce qui est au-dessus de la ceinture qui est matérialisé par une surface grise et qu'on peut allumer. Et on peut aussi toucher avec le tranchant et la pointe, ce qui fait que c'est une arme un peu plus explosive. Rapide, non ? Plus rapide, exactement. Moi, je compare souvent l'épée comme du 5000 mètres en athlétisme, le fleuret qui est un peu plus rapide, mais qui reste aussi dans l'attente et dans la précision, donc plutôt du 800. Et par contre, le sabre, on est sur du 100 mètres. C'est-à-dire qu'au préalé, on doit savoir ce qu'on doit faire. Parce que si on hésite, on est complètement foutu, clairement. Alors que dans le fleuret et l'épée, on peut déjà réfléchir pendant la touche. L'épée, c'est très simple, vous touchez avec la pointe, de la tête aux pieds, une lampe, un point, deux lampes, un point chacun. Il n'y a vraiment pas de phrase d'escrime, il n'y a pas de convention, c'est juste premier qui allume, un point. Donc toi, tu n'es pas quelqu'un qui hésite ? Tu y vas direct ? Alors, en tout cas, je sais que quand j'hésite, je fais une grosse erreur. Donc, tout de suite, je change, je me remobilise. Mais ouais, j'aime bien prendre des décisions rapidement, analyser mon adversaire. Il y a une vraie réactivité dans ce sport-là. Alors, ce qui est sympa dans l'escrime, c'est que ça peut être en individuel et en équipe. Toi, tu as quelques médailles en individuel, mais la plupart, c'est en équipe. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux ? En tout cas, pour toi. Alors, déjà, je préfère les épreuves par équipe, ça c'est vrai. Parce qu'il y a une effervescence autour de l'équipe. Il y a un partage, il y a un soutien qui est commun, et pourtant on est quand même seul sur la piste. C'est ça qui est assez contradictoire. C'est-à-dire qu'on ne combat pas ensemble, on est seul face à un adversaire, mais par contre, on doit avoir confiance en chaque athlète, on doit lui transmettre la confiance dont elle a besoin, on doit apprendre à les connaître. C'est-à-dire, il y a des personnes où tu peux leur crier dessus, pas d'autres, pour les booster. Il y en a, tu as besoin d'être tactile avec eux. Donc, il y a un apprentissage aussi de l'autre qui est très important. Et toi, il faut être comment avec toi ? Alors moi, il faut pas me crier dessus, sinon tu me braques tout de suite. Non, moi, je pense qu'il faut juste me donner des solutions assez rapidement. J'ai une capacité d'analyse quand je suis de l'extérieur, mais quand je suis de l'intérieur, des fois, je perds un peu ce fil-là. Mhm. Et quand on me donne juste une phrase très précise sur une analyse tactique ou technique, j'arrive à l'appliquer très rapidement puisque je fais le lien avec quand moi je suis de l'extérieur et que j'ai cette vision-là. Et alors, c'est-à-dire que quand toi, tu es en combat, Ouais. tu as tes coéquipières qui te soufflent des tactiques ? Comment Exactement. ça se passe ? C'est ça ? C'est ça. Pourtant, on a toujours l'impression que c'est très silencieux, en fait, quand on regarde de l'escrime. Ah ouais, mais justement, on a ces capacités. On a fait des championnats du monde en 2018 où on a rencontré que des équipes étrangères avec des entraîneurs français. Ah. Et la veille, on a mis au point une tactique qui était on ne parle pas, on fait que des signes. Donc on a dû apprendre. Donc on a dû faire un jeu de Dans la mémoire nuit aussi. Dans la soirée, Ouais. exactement. On a dit on fait 3 préparations et D'accord. donc le pouce ça vaut telle préparation, 2 doigts ça vaut telle préparation, pour que justement ils ne comprennent pas ce qu'on voulait faire. Pas bête du tout. Et du coup, en fait, on était tellement calme et apaisé, puisqu'on ne criait pas, on n'essayait pas de se faire entendre, que du coup, on montrait que des signes. Et du coup, pour nous, c'était clair. En fait, ah oui, c'est ça, ok, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Des fois, on oubliait, donc on se le rappelait. Mais ouais, on essayait de mettre en place des tactiques. Mais sinon, des fois, oui, il faut crier. Et cette tactique, ça a payé ? On a fait championne du monde. Avec les 3 doigts. Avec les 3 doigts, exactement. Alors, tu as commencé l'escrime donc à 6 ans et demi, t'as jamais arrêté. À quel moment, c'était quoi le virage pour toi où tu t'es dit, je veux faire ça toute ma vie, je veux devenir professionnelle, j'ai le talent pour gagner des médailles ? Après avoir changé d'arme, du coup, en 97-98, j'ai vite été championne de France en 2000, en Benjamin, et je me suis dit, ah ouais, en fait, là, je commence à gagner et ça me plaît, en fait. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah, j'aime mon sport, j'aime ce que je fais. Mais pour autant, les Jeux Olympiques, je connaissais pas. J'ai pas été un enfant qui a découvert les Jeux à la télé ou l'escrime à la télé avec des médailles. Vraiment, je l'ai découvert parce qu'il y avait un athlète de mon club qui est revenu avec une médaille d'argent. Et quand je l'ai vu, je l'ai touché, je me suis dit, la prochaine que touche, c'est la mienne. Mais vraiment, je me suis jurée. Et là, t'as quel âge ? J'en ai des frissons, en fait. Ce que tu me dis, là, t'as quel âge ? C'était en 2000, donc j'avais 12 ans. À Donc, 12 ans, tu t'es dit, la prochaine, c'est la mienne. La prochaine, c'est la mienne. C'est dingue. Ouais. C'est pour ça que j'ai un peu persévéré et que j'ai continué jusqu'à 33 ans pour aller atteindre cette médaille olympique. Mais ouais, les Jeux Olympiques sont arrivés assez tard, finalement. Et j'ai eu ce rêve pendant longtemps, avec beaucoup de doutes, parce que ça a été dur de mes 12 ans à mes 33 ans. Mais Et tes parents dans tout ça ? j'ai eu de la chance d'avoir des parents et j'ai une famille qui m'a vraiment soutenue parce que c'est vrai que quand on fait un sport qui est pas du tout professionnel, on se dit, il y a les études, il y a l'escrime, mais de ouais. quoi elle va vivre, quoi. À 17 ans, en fait, on m'a proposé de rentrer en pôle France et j'avais refusé.
parce que je voulais terminer mon cursus de lycée à Strasbourg. Et puis mes parents, on leur a un peu mis la pression. On leur a dit, si elle rentre pas cette année, elle rentrera plus. Donc mes parents, ils se sont dit, ouais, mais bon, elle aime quand même ce qu'elle fait. Donc on va dire qu'elle y va. Donc j'y suis allée à contre-cœur. Et les années galères ont commencé vraiment. Et j'ai voulu rentrer, j'ai voulu abandonner. Mais mes parents, ils ont toujours été là. Ils m'ont dit, t'as un rêve, il faut que tu restes. Ils m'ont juste fait prendre conscience que, oui, t'es jeune. T'as peut-être pas encore conscience que ton rêve, il est là et que ça va peut-être mettre des années, mais il faut que tu continues. Donc, j'ai pris 8 kilos, j'ai loupé mon bac. Donc, non, ils m'ont pas dit, ah non, tu rentres parce que t'as loupé ton bac. Ils auraient pu dire, les études, c'est plus important. Et non. Quand j'ai senti ce soutien-là, je me suis dit, ok, ça va sûrement être dur, mais tu vas rester à t'acharner et à y croire et peut-être qu'un jour, ça va payer. Puis voilà, ça a payé à un certain moment. Il y a eu un changement d'entraîneur. D'accord. C'est arrivé qu'en 2014, donc je suis rentrée en 2005. Donc, il y a quand même eu 9 ans entre ces dates-là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en 2013, l'ancien entraîneur m'a dit, à la fin de l'année, en gros, si tu fais pas un résultat, je te vire. Et donc, j'ai 25 ans et il me dit, t'es vieille. Et là, j'ai eu une grosse remise en question. 2013, ça a été aussi une date importante. D'accord. Mais 2014 est arrivé. Et en 6 mois, je fais 3 podiums en Coupe du Monde, première médaille internationale, vice-championne d'Europe, vice-championne du monde. Et là, je suis contente d'avoir continué et de pas avoir abandonné à ce moment-là. Vraiment. Ce podium, il m'a soulagée parce que je me suis dit, oui. Ça confirmait finalement cette passion et ce métier que tu voulais faire. Et ces capacités que j'avais à pouvoir aller faire des podiums et gagner des médailles. Et le changement d'entraîneur, c'était une femme ou un homme ? C'était un homme. Alors, il faut savoir qu'en escrime, on a quasiment que des hommes. D'accord. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra faire évoluer dans le temps parce qu'on a besoin des femmes dans notre sport. Mais c'était un entraîneur qui a vu en moi un potentiel et qui s'est investi surtout avec moi. En fait, il a pris tout le monde. Quand il est arrivé, il a dit, vous avez toute votre chance d'être médaillé. Moi, je vais vous donner ma vision de l'escrime. Vous adhérez pas, on travaille ensemble. D'accord. On a senti le collectif vivre ensemble et progresser ensemble. Donc finalement, c'est ce qui a tout changé. C'est-à-dire qu'on avait des individualités, mais qui travaillaient ensemble. Donc forcément, à un moment donné, t'as toujours des filles qui sont mises de côté parce que quand t'approches des championnats, t'as 4 filles qui vont les représenter. Donc forcément, c'est toujours difficile dans un groupe. Pour celles qui sont pas sélectionnées. Ouais. Mais il y avait toujours cette bienveillance de se dire, un jour, ce sera moi et si elles y arrivent, moi aussi, je peux y arriver. Okay. Alors qu'avant, on avait finalement plus d'exemples. Donc 2014, ça a été le tournant de ma carrière et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire des podiums et des médailles. Et c'est à partir de 2016 en fait que j'ai dit je vais prendre un préparateur mental parce qu'en fait j'ai besoin de me professionnaliser aussi dans mon entourage en fait. JO de Rio, tu y es ? Ouais. Et ça se passe comment ? Et ça se passe très mal. Mauvaise expérience sur les premiers Jeux. Finalement, les Jeux de Rio, ça a été un mauvais souvenir et finalement ça a été aussi un des meilleurs parce que on a eu les sélections très tard. L'acceptation de se dire je vais faire mes premiers Jeux Olympiques, mais il faut tout de suite retourner au travail. En fait, moi, je suis arrivée aux Jeux de Rio, je vomissais de l'escrime. C'est-à-dire que j'étais sur la piste et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là ? Il n'y a pas eu de médaille, alors qu'on avait fait podium toute la saison. On était normalement médaillés, mais on perd au premier tour. On n'était pas favorite, mais on était potentiellement médaillable. On finit dernière de la compétition. On n'était pas prête mentalement. C'était à toutes notre premiers Jeux Olympiques en fait. D'accord. Le sabre d'âme est rentré qu'en 2004 aux Jeux Olympiques, donc tardivement. Et finalement, quand je suis rentrée des Jeux, j'ai dit au début j'arrête. J'ai besoin d'une pause. Et mes entraîneurs m'ont dit il faut que tu reviennes parce que t'es pas allé au bout de ce que tu peux faire. Et j'ai dit ok. Donc je suis revenue au bout de 2 mois, je crois, après 2-3 mois après. Et je leur ai dit mais si je reviens, c'est à une condition, je vais aller travailler. Et là ils m'ont regardé, ils m'ont dit pardon. Travailler ? Ouais. Tu voulais travailler ? Je voulais faire autre chose que l'escrime. D'accord. Et du coup, je leur ai dit, je vais partir en contrat de professionnalisation, parce que j'avais 28 ans, et je vais aller travailler 2 jours par semaine. Et qu'est-ce que tu faisais ? Et j'étais assistante chef de projet marketing dans une entreprise qui était mon sponsor, du coup. Et en fait, j'ai vu des similarités en monde du travail et monde du sport. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. C'était ça, en fait. C'est-à-dire essayer de retrouver l'envie d'aller m'entraîner tous les matins et d'avoir plaisir à tirer, à perdre, à gagner, à échanger, à partager. Et surtout, rencontrer d'autres personnes que mon milieu. Parce qu'en fait, on oublie, mais en tant que sportif de niveau, on est vraiment dans un monde à part. On est entre nous et on oublie le monde réel, en fait, clairement. C'est marrant, certains athlètes se mettent à la musique ou au dessin. Toi, tu voulais bosser. Je voulais travailler. En fait, je voulais voir ce que dans la vraie vie. Je voulais voir ce que c'était le monde de travail. Je me suis dit, je ferais pas ça quand je serais plus grande. C'est-à-dire travailler derrière un ordinateur toute la journée. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'avais ce besoin de me défouler, que j'étais contente de retourner à l'entraînement parce que j'avais cette liberté de me dire, je m'entraîne 1 heure, puis après je fais une pause et tout. Là, il fallait, j'étais tout en ordi, je regardais l'heure, je disais, ça fait que 3 heures, mince. Je crois qu'on arrive assez rapidement, du coup, sur ta deuxième date qui t'a vraiment marqué ta vie. Ouais. Tu prends ta revanche au jeu. Ouais.
Les Jeux, alors 2021, je pense que oui, ça signe vraiment une belle année, surtout quand on sait que les Jeux ont été repoussés d'1 an. Tu vas faire une pause pour faire un enfant après les Jeux, donc tu sais que ton projet de maternité, il est aussi repoussé à ce moment-là. Ouais. J'avoue, j'ai fait un burn-out en 2020 pendant plus d'1 mois où je pouvais pas aller à l'entraînement. C'était lié à l'escrime parce qu'en fait, on se levait le matin, mais on savait pas pourquoi. Il n'y avait pas d'échéance, on n'avait pas de compétition de programmer, il n'y avait rien en fait. Pendant 1 an, on a eu 0 compétition. Ouais. Et je me disais, mais on est le sport le plus masqué et on ne peut pas faire de compétition. Le judo, la lutte, ils se touchent, ils se collent et nous, on ne peut rien faire. En plus, comme on est masqué. Ouais. Et du coup, le fait d'être sans échéance, sans objectif, ne sachant même pas si les Jeux allaient être maintenus ou pas l'année d'après, j'ai perdu pied complètement. Et là, c'est là où, heureusement, mes préparateurs mentaux, ils ont été bénéfiques parce que cette gestion de la dépression et des émotions a été hyper difficile, que ce soit pour moi, mais aussi pour mon entourage, parce que j'étais imbuvable, invivable. Enfin, vraiment, c'était hyper dur. Et tu te dis, bon, faut que je me lève le matin, il faut que j'aille m'entraîner, quoi. Mais je m'entraîne pourquoi ? Et c'est pourquoi ils étaient trop durs, en fait, à encaisser. Donc, je suis partie vivre chez mes parents pendant quelques semaines. La famille, pour moi, c'est hyper important, c'est ressourçant et c'est ça qui me fait que je retrouve la réalité. Et du coup, je suis repartie, on a enfin eu une compétition. Et du coup, là, les Jeux, enfin, sont arrivés. Et c'est vrai public, par contre. Sans public. Particulier aussi de ces Très Jeux-là. Très particulier. Ouais. Mais finalement, nous, on est un sport où on n'a pas beaucoup de public, en fait. Donc, pour nous, ça changeait pas grand-chose. Par rapport à Rio, où c'était incroyable avec cette foule. Les gens, ils connaissaient pas l'escrime, mais quand ils étaient dans le stade avec nous, ils applaudissaient pour tous les Brésiliens, mais on n'entendait même pas l'arbitre. C'était une catastrophe. Et là, finalement, c'était calme, c'était apaisé, on s'entendait, on n'avait pas besoin de crier. Il y avait ce côté un peu épuré et sobre, enfin, c'était vraiment simple. Ouais. Et oui, c'était dur de ne pas avoir de public, surtout quand tu as la médaille. Mais finalement, nous, ça nous a permis aussi de rester concentrés vers l'objectif, de ne pas s'éparpiller. Pareil, au village, on ne traînait pas, parce qu'il ne fallait pas attraper le Covid. Ouais. Tous les jours, il fallait faire des tests à l'hiver. Tu te rappelles la date exacte ? Alors, c'est 31 juillet 2021. Tu as cette médaille d'argent avec ton équipe. Vous ne célébrez pas. Il est 1h du matin, on est dans les lits, on se regarde et on se dit non mais maintenant les meufs, on est vice-championne olympique, on est au lit quoi. Et nos coachs qui eux étaient sortis du village, ils savaient qu'ils retourneraient pas au village parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer, qui faisaient la fête et qui nous envoyaient des photos. Et je dis c'est pas possible, vas-y on les rejoint. Et là on s'est dit c'est quand même bizarre. Mais même quand on monte sur le podium, c'est simple. Enfin, il y a 3 personnes ou 4 personnes du staff qui t'applaudissent, mais tu les entends à fond. Et finalement, pour moi, le podium, il était assez émouvant parce que finalement, c'est moi qui ai remis les médailles à mes coéquipières. Donc toi, tu les prends sur le petit plateau et tu leur mets. Ouais, c'est ça. En gros, le plateau, la personne, elle arrive et d'habitude, il y a une personne Bien sûr, qui vient te le mettre, un officiel, voilà. Ouais. Mais là, finalement, c'était pas ça. Et du coup, les filles, je leur ai dit, ça vous dérange si c'est moi qui vous remets la médaille parce que ce sera sûrement peut-être mon dernier podium, j'en sais rien. Enfin. Et les filles, elles m'ont dit carrément, c'est toi qui vas nous remettre la médaille et tout. Et puis surtout, la première médaille que je prends, j'ai fait. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Et je me suis dit, c'est lourd. T'as travaillé plus de 20 ans pour ça. Et là, ça y est, tu peux enfin la toucher, la mettre aussi autour du cou de tes coéquipières avec qui ça faisait quasiment 8 ans que... Et qui l'a mise autour de ton cou ? C'est Cécilia Berder. Elle, ça fait vraiment très, très longtemps. Rivale, amie, enfin coéquipière, tout. Hein. C'est elle qui m'a remis la médaille. Puis après, on s'est fait un petit câlin collectif. Et puis, c'était simple. Mais c'est pour ça que quand on est rentré à Paris, le Trocadéro, ça a été la fête. Il y avait une ambiance de folie pour vous célébrer, c'était magique. Et je pense que là, on a pris conscience que Paris, ça allait être une fête et que ce qu'on avait vécu, c'était unique déjà, mais que vivre les Jeux Olympiques à la maison avec notre public français, ça va être incroyable. Ça va être une fête, mais mémorable. Quelle est la 3e date de Charlotte alors ? Eh ben, c'est cette année, 2024. On aurait pu croire que ça allait être les Jeux Olympiques. Mais finalement, je pense que la plus belle des nouvelles est arrivée et j'ai un petit bébé qui attend pour octobre 2024. Donc tu es enceinte de 4 mois. De 4 mois. Alors où on se parle. Donc le projet olympique a été abandonné. Tu as du coup arrêté ta carrière. C'est ça. Ça veut dire que mon annonce d'arrêt de carrière, en fait, ça a été... je pense que je pouvais pas rêver mieux. C'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que déjà, je pouvais plus. Physiquement, c'était plus possible. Et parce que je pense que c'était mon plus gros projet. C'est-à-dire que quand en 2021, j'ai fait une pause, c'était aussi pour fonder une famille. Et ça a été assez difficile parce que j'ai mis 2 ans et demi pour découvrir ma maladie, qui est l'endométriose.
Et finalement, à partir de ce moment-là, quand je l'ai découvert, pour moi, ça a été un soulagement puisque j'ai pu entamer tous les protocoles qui allaient suivre derrière et me dire, OK, là, je pars sur la qualif olympique. Donc, quand on t'annonce que tu as de l'endométriose, on te propose un parcours PMA. Et là, finalement, tu t'enlèves la pression. Tu dis, OK, finalement, il y avait effectivement un souci. Et du coup, pour moi, c'est un soulagement. C'est-à-dire que je sors de l'examen, mais je pleure, mais de soulagement, de ce poids, de se dire, mais en fait, je suis pas folle. Toutes ces douleurs, ça a été malaise vago, vomissement, fatigue, pas pouvoir s'entraîner. Donc, ça a été assez dur, surtout que j'ai décidé d'anticiper l'arrêt de ma contraception en janvier 2020, en pensant que les Jeux Olympiques allaient avoir lieu en juillet 2020. Et finalement, après ça, j'ai refusé de reprendre la contraception. Et finalement, ça a été difficile. J'ai vécu le 31 juillet 2021, jour de l'épreuve par équipe, où j'ai eu mes règles. D'accord. Mais par contre, quand j'ai vraiment su que j'avais de l'endométriose, finalement, les symptômes, je les gérais mieux. Les douleurs, elles étaient un peu moindres. Parce qu'en fait, je m'étais libérée d'un poids. Il y a eu des périodes où je sentais quasiment rien. Et je me disais, c'est fou quand même ce que le cerveau est capable de faire sur ton corps. Du coup, la compréhension de mon entourage aussi a été plus facile aussi pour moi, qui comprennent aussi pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte naturellement. Et je leur ai expliqué que finalement, j'avais juste besoin d'aide, mais que c'était normal. Parce qu'on sent aussi une pression quand on dit, je vais arrêter parce que je veux fonder une famille. Et finalement, l'endométriose, finalement, elle est là, elle est présente. Et ça m'a pas empêché finalement de tomber enceinte. Mais c'est surtout parce que je l'ai su. J'en parle autour de moi, c'est-à-dire que mes coéquipières, j'ai essayé de sensibiliser aussi. Oui. Mm-hmm. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais en fait, j'ai les mêmes symptômes. Et je leur dis, écoute, n'attends pas, essaie de te faire dépister. Parce que moi, je regrette de l'avoir fait qu'à 35 ans. Alors que j'avais des suspicions en me disant, ouais, mais peut-être que ça, mais si mon gynécologue ne me fait pas faire le test, c'est que finalement, c'est pas ça. Sauf qu'à un moment donné, j'ai forcé et puis, le gynécologue qui m'a fait le test, il m'a dit ah oui, vous avez une endométriose légère mais profonde. Et ça a été, mais dans les 15 secondes, j'ai dit, donc toutes ces années, et 15 secondes pour savoir. Ouais. Et puis finalement, miraculeusement, c'est arrivé naturellement. Et je pense que, en fait, finalement, c'est un miracle, certes, mais les choses arrivent au bon moment quand il faut. Et que je pense qu'il sentait que c'était le moment pour arriver, c'était le moment pour dire t'as fait une belle carrière, tu peux enchaîner sur une autre vie qui est la vie aussi plus normale, plus simple. Enfin, je sais pas si elle sera simple avec un enfant, mais plus différente. Elle sera différente, elle sera pleine d'amour en tout cas. Pleine d'amour, pleine d'émotions, pleine d'adrénaline, tout ce que je veux comme émotion après une carrière sportive. Donc là, ce petit miracle, il est là. Tu vas donc vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec un gros ventre, un beau ventre bien tout rond. C'est une magnifique nouvelle. Voilà, tu disais ton or olympique, il est dans ton ventre et tu ne vas pas avoir cette petite mort dont beaucoup d'athlètes parlent. La petite mort, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'arrêt en fait de cette endorphine, l'adrénaline, les victoires, les projecteurs, les lumières, les interviews, tout ça. C'est très difficile à gérer derrière. Toi, tu as déjà fait finalement ton petit burn-out. Peut-être que tu le feras pas là. En tout cas, je pense qu'avec cette magnifique nouvelle, tu risques de ne pas la ressentir. En tout cas, là, je ne vais pas la vivre dans les prochains mois parce qu'il y a vraiment la vie qui arrive derrière avec la naissance de cet enfant et ce miracle. Et je suis tellement heureuse de pouvoir vivre ces Jeux Olympiques en tant que spectatrice. Je vais aller voir du judo, de la natation, de l'escrime, du tennis de table. Vraiment, j'adore tous les sports. Je veux vivre ces Jeux Olympiques, aller soutenir mes coéquipières et mes coéquipiers de l'équipe de France olympique et paralympique. On a des chances de médaille en escrime ? On a beaucoup de chances de médaille. On a une équipe de France collectivement qui est incroyable, qui fait des podiums sur beaucoup d'épreuves de Coupe du Monde et de Grand Prix, sur tous les championnats. Enfin, il y a eu, 8 ou 9 médailles en championnat d'Europe. Et je pense que il y aura beaucoup de revanchards aussi sur ces médailles d'argent des Jeux de Tokyo. Et on a une belle équipe de France qui est vraiment très performante. Et surtout, il faut savoir, c'est qu'il y a 4 athlètes qui sont représentés. Mais derrière, il faut savoir qu'il y en a 12 en tout et qu'il y en a au moins 4-5 derrière qui pourraient aussi mériter d'être sur cette sélection et qui ne le seront pas. Mais c'est dur, c'est comme ça. Il y a quasiment pas de femmes coach, entraîneurs, donc ça, il faut faire bouger les choses aussi. Et dans une de tes interviews, tu disais il faudrait former les entraîneurs justement à ces projets bébés. Toi, tu as eu peur quand tu as eu envie de parler de ce projet bébé. Ça voulait dire forcément, possiblement arrêt de carrière, mettre en péril peut-être l'équipe des filles, de tes coéquipières. Comment tu le vois, cette formation des entraîneurs ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils changent ? J'aimerais qu'il y ait une prise de conscience sur la femme en tant qu'athlète. C'est-à-dire qu'on commence tout doucement à se dire que le cycle menstruel est en lien avec la performance sportive. Et que derrière, il y a aussi le projet bébé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2016, quand je me suis dit j'ai envie de faire un enfant, j'en ai parlé à personne. Parce que vraiment, j'avais cette peur de me dire je me sens pas forcément légitime. Et donc, c'est pour ça que je parle de sensibilisation et de formation en se disant que les cycles menstruels, déjà, on a une vraie preuve scientifique que pendant les règles, avant et après,
Il y a des moments où il y a la fatigue, il y a des blessures qui sont prouvées aussi par rapport à ces cycles menstruels, et d'adapter aussi les entraînements. On n'est pas égaux sur les cycles menstruels, il y en a qui n'ont pas de douleur, il y en a qui en ont, donc comment on gère les entraînements aussi face à ça? Et aussi la prise en considération que l'athlète sportif, c'est aussi une femme qui a des désirs de maternité, et que la maternité, finalement, c'est pas un frein à la performance. On prend conscience tout doucement de ça grâce à des femmes comme Mélina Robert-Michon, Sarah Oramou, Clarisse Agbenienou. Enfin voilà, il y a vraiment ces démonstrations de femmes qui reviennent même plus fortes, et c'est ça qui est beau. Donc il y a vraiment cette sensibilisation auprès du staff, notamment technique, qui est principalement masculin chez nous, et que j'aimerais aussi qu'il y ait plus de femmes aussi autour de ça pour justement la compréhension de la femme dans la performance et dans la vie sportive, pour que justement on lève un peu ce tabou et que les femmes soient aussi libres de dire là je suis fatiguée, là j'ai mal. Donc voilà, c'est aussi se sentir à l'aise à l'entraînement avec son staff technique pour que justement la performance soit la plus propice. Est-ce que je vois se dessiner un projet pour l'après-bébé? Est-ce qu'il y a des envies d'être coach, des envies de justement sensibiliser sur ce sujet? Ou repartir en tant que responsable projet marketing? L'année prochaine, je vais passer mon DE maître d'armes, avec beaucoup de filles du groupe d'ailleurs. C'est pour devenir coach. C'est surtout la fédération qui nous donne cette opportunité justement de faire cette formation-là. D'accord. Dans l'optique, c'est pas forcément d'être coach. Je suis plutôt quelqu'un qui aime faire des interventions d'entreprise, des démonstrations, des initiations. Donc, il y a ce projet-là. Mais j'ai toujours eu cette fibre de coaching que j'adore. Donc, en fait, je veux pas me fermer de porte. Et je me dis, si je l'ai au moins, je l'ai avec moi. Et que si un jour, j'ai une proposition et que vraiment l'envie est là, j'aurai la possibilité et ça sera fait. Mais c'est vrai que j'ai plus envie de travailler dans le sport. Pour l'instant, côté plutôt événementiel, hospitalité. Et vivre le sport d'une autre manière, de l'autre côté, mais sur les terrains aussi. Et voilà. Donc, dans ta tête, il y a aucune possibilité de revenir après? Non, vraiment, je pense que déjà, mon corps me dit stop aussi. J'ai envie de profiter de mon enfant, j'ai envie de profiter de mon conjoint, ma famille, faire des choses simples et servir à autre chose aussi. Pouvoir amener mon expérience de sportif de niveau dans le monde du travail, aussi apprendre d'autres choses. Le sport, c'est bien, mais la vie d'après, c'est bien aussi. J'aime bien demander à nos athlètes un souvenir olympique en tant que spectateur que vous avez eu petit. Alors tu disais, moi les Jeux Olympiques, j'ai pas connu très petit, donc peut-être un peu moins petit. Quand tu y étais sur place, après vous voyez pas les autres sports parce que vous êtes focus, vous êtes dans votre bulle, ou peut-être à la télévision. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu retiens des Jeux, un truc qui t'a fait vibrer ou pleurer? Alors oui, l'avantage c'est qu'à Rio, on pouvait aller voir les autres sports comparé à Tokyo. Rio, on est en quart de finale handball féminin. Elles sont à -5 ou -7 et il reste même pas 1 minute, je crois, ou 2 minutes. Elles reviennent à égalité et là, ça a été, mais c'était face à l'Espagne, c'était incroyable. Et elles gagnent ce match. Là, j'ai vécu un moment vraiment d'émotion fort et je me suis dit, une vraie ferveur bleu, blanc, rouge, quoi. Ouais, tu sens le collectif qui est fort, ça pousse derrière et là, j'ai vécu un moment assez incroyable. Et à Tokyo, on n'avait pas le droit d'aller voir les autres sports. On devait, bien sûr, on avait rester accès dans vos chambres. On avait accès que à notre bus pour aller à la compète et c'était tout. Et avec les filles, on s'est dit, on va faire quelque chose qui est interdit. On croise les judokas et on leur dit, y a pas moyen de venir avec vous et tout. C'était pour aller voir Clarisse avec Benigno. Et ils font, mais si, tranquille, venez et tout. On a fait, mais ils font, par contre, vous faites tranquille, hein, vous êtes à l'aise, vous paraissez détendu. Ok, acting, c'est parti. On sentait la pression, on se disait, mais si on arrive au Budokan, on va se faire refouler, c'est pas possible et tout. Mais en fait, on est arrivé, on a vu Clarisse gagner, être championne olympique. Et là, on s'est dit, c'est nous les prochaines. En fait, ça nous a vraiment fait du bien. Ça vous a fait Ça nous a fait du bien de voir en direct une victoire, des larmes. Et c'est vrai que les judokas et les escrimeurs, on a quand même une bonne ambiance entre nous. On s'entend très bien. Et du coup, on a un peu fraudé. Ce jour-là, on était dans l'interdit total. Et on a fait du n'importe quoi. Mais je pense qu'on avait besoin de ça aussi, cette adrénaline, pour aller chercher cette médaille d'argent. J'ai fini toujours mon podcast avec quelle est la prochaine grande date de Charlotte Lembard. Mais bon, on s'en doute. C'est pour octobre, je suppose. Le 5 octobre, normalement, c'est le terme. Donc, on va dire fin septembre, début octobre, ça sera la prochaine grande date qui arrivera. De toi et ta famille. Bon, je te souhaite plein de bonnes choses avec ce petit bébé qui va t'apporter plein d'amour. Oui. Et on suivra tout ça, le petit carnet rose de Chérie FM avec Charlotte. Merci Sandy. Merci encore d'avoir été avec nous pour Haut Niveau. Merci d'avoir écouté Haut Niveau, un podcast Chérie FM à retrouver sur le site chérifm.fr et sur toutes les plateformes de podcasts.
Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'en parler autour de vous et de nous mettre des étoiles et des commentaires. Haut Niveau est un podcast Chéri FM, imaginé, écrit et animé par Sandy Ribert. À la direction des podcasts, Sarah Conan. À la réalisation, Geoffrey Boulet. À la rédaction en chef, Anaïs Kopman. Et à la production, Anne-Cécile Kiri, assistée de Marie Carrette.